Salut Joshua. Salut Valentin. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Bah oui, bien sûr. Je m'appelle Joshua, je suis le CEO d'une boîte qui s'appelle Start2Scale et qui est spécialisée dans la recherche de financement non dilutif à destination des sociétés en forte croissance. Et qu'est-ce que c'est le financement non dilutif? Qu'est-ce que ça apporte à un dirigeant dans une opération? Le non dilutif, c'est tous les financements qui ne nécessitent pas pour l'entrepreneur de laisser des parts de son capital. Donc en gros, c'est quasiment tous les financements auxquels peuvent prétendre des entreprises classiques ou innovantes tout au long de leur vie et de leur activité. Je sais que j'ai fait une vidéo dernièrement sur la debt venture, où on le voit dans nos opérations. Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples de financement non dilutif qui ne soient pas juste de la dette de fonds privés? Bien sûr, déjà, avant tout, il y a les financements bancaires. Premier financement non dilutif, celui auquel toutes les entreprises peuvent prétendre, c'est le financement bancaire. D'ailleurs, moi je suis un ancien banquier, je travaillais pour le Crédit Agricole avant de lancer Start2Scale, et c'est de cette expérience-là que je me suis rendu compte que le non dilutif aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat innovation, mais au final dans plein d'opérations, dont le M&A, était souvent mis de côté. Et donc là, tout l'intérêt de ma structure, ça va être de permettre à des entrepreneurs de se poser les questions de façon plus globale et donc d'aller chercher les bons financements au bon moment. C'est super intéressant et c'est vrai que nous on le voit un peu dans l'écosystème de financement d'innovation parisien, je crois qu'on en a parlé dernièrement. Ça commence à être bien connu ce financement non dilutif. Chez Integrity, on travaille aussi avec des PME régionales industrielles. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à des dirigeants de ce type de société pour améliorer leur accès au financement non dilutif? J'aurais envie de leur dire, arrêtez de ne parler qu'avec les banques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une PME régionale, elle va avant tout se faire financer par la banque avec qui elle travaille depuis des années, alors qu'aujourd'hui, il y a plein de dispositifs qu'on va appeler des dispositifs plutôt de financement public qui vont leur permettre de financer le développement de leur activité. En effet, je pense qu'il y a quand même pas mal d'entreprises en région aujourd'hui qui sont en train de se poser la question de la digitalisation d'une partie de leur activité. La digitalisation qui va créer forcément de la R&D, de la recherche et développement, va permettre d'être financée par des financements publics. Je pense plus particulièrement à BPI France. Il y a beaucoup de dispositifs qui ont aidé les entreprises et souvent les entrepreneurs considèrent que BPI n'est dédié qu'à l'innovation. C'est faux. Aujourd'hui, BPI va avant tout être là pour aider les entreprises à lever des verrous techniques ou technologiques et donc chaque entreprise, dont des PME régionales, peuvent y avoir accès et prétendent donc justement à des financements intéressants. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire sur un dirigeant, quelqu'un que tu as accompagné et qui t'a fait une différence considérable sur ces sujets-là? Alors difficile de citer qu'une seule personne parce que sans penser qu'on a un impact considérable sur les clients qu'on accompagne, tout notre intérêt à nous, c'est d'aider les entreprises à aller plus loin. Aller chercher du financement, c'est aller chercher du carburant pour des entrepreneurs et leur permettre de leur donner les moyens de leurs ambitions. Donc d'un certain côté, j'espère qu'on a fait une différence pour chacun d'eux, mais si je devais donner des exemples plus précis, j'interviens régulièrement dans des masters en lien avec l'entrepreneuriat et permettre à des jeunes étudiants d'être pris au sérieux avant même le lancement de leur projet, de les aider en leur apportant des informations concrètes sur ce qu'est l'entrepreneuriat, pour moi c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui, parce que c'est là où aussi des gens de notre génération doivent être présents pour permettre d'aller plus loin sur certains sujets et au final d'aider la génération qui arrive à entreprendre dans les meilleures conditions. Super intéressant et ça fait le lien d'ailleurs avec une autre question que j'avais. Je suis souvent contacté justement par des étudiants qui se demandent comment on peut entrer dans cet environnement M&A, donc la cession d'entreprise, la levée de fonds. Toi tu es aussi dans le financement. Quel conseil tu pourrais donner à un étudiant, un jeune qui souhaiterait justement faire carrière en financement? Alors je pense que les conseils vont aller de deux ordres. Déjà, et je pense que tu seras d'accord avec moi, il faut avoir quand même fait des études en lien avec la finance au sens large, même si toi comme moi on a des parcours qui ont été un peu plus sinueux, mais je pense que c'est ce qui nous a aussi aidé à y voir plus clair. Mais dans un second temps, je pense que le vrai conseil que je peux donner, c'est d'avoir capacité à échanger régulièrement avec les entrepreneurs. Parce que le seul moyen de comprendre ce métier, le seul moyen de comprendre cette dynamique, c'est d'être au contact des entrepreneurs. C'est d'ailleurs cette première partie de ma carrière en banque qui m'a permis de me rapprocher de l'entrepreneuriat, alors même que ce n'était pas une de mes volontés personnelles. Et ça, comment tu le ferais? Parce que concrètement, pour un jeune, comment il contacterait ces entrepreneurs? Par quels moyens? Avec quel ton aussi? Bien sûr. Alors je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de salons qui permettent à des entrepreneurs de se rencontrer et donc d'aller à la rencontre des entrepreneurs. Mais au-delà, aujourd'hui, quand même, LinkedIn est un outil très puissant et il n'est pas rare d'entendre parler d'entrepreneurs ou de jeunes entrepreneurs qui ont contacté des gens plus connus dans leur écosystème sur LinkedIn et pour lesquels ils ont eu une réponse et ça a pu permettre d'engager une discussion. Donc je pense que là, dans tous les cas, on le voit aujourd'hui, c'est qu'un entrepreneur qui avance vite, c'est avant tout un entrepreneur qui a su se créer du réseau rapidement dans sa vie. Et donc, ça va être grâce à des outils modernes comme LinkedIn. J'aimerais faire un petit focus sur la croissance externe. Voilà, on sait souvent que c'est financé par de la dette,
mais est-ce que tu pourrais nous en dire plus et comment le financement non dilutif ou ce que tu fais dans ton activité peut accompagner des dirigeants qui souhaitent faire de la croissance externe? Merci pour cette question, Valentin, parce que je pense qu'elle amène à un sujet beaucoup plus global. C'est que nous, aujourd'hui, chez Start2Scale, on accompagne beaucoup d'entreprises innovantes, ça va être représenté à peu près 75% de notre activité, mais on se rend compte aujourd'hui que ces entreprises innovantes qui ont pour objectif d'avoir une croissance forte, voire même exponentielle, sont en train de réfléchir à de nouveaux leviers. L'un d'eux, c'est l'acquisition. De plus en plus de startups qui ont déjà atteint un beau niveau de maturité sont en train de se poser la question d'acheter des relais de croissance auprès d'entreprises. Et donc, on se retrouve avec des nouveaux leviers qui étaient normalement plutôt disponibles au sein d'entreprises plus classiques, plus régionales. Le M&A, on sait que ça a toujours été sur des entreprises, on va dire, d'une économie plus réelle. Là où, aujourd'hui, inversement, on se rend compte que ces entreprises sont aussi en train de se digitaliser. Et donc, on se retrouve avec un rapprochement de deux écosystèmes qui, au final, ont toujours été assez similaires, mais ne s'en sont jamais rendus compte. Parce que pour moi, l'innovation ou l'entrepreneuriat plus classique, c'est la même chose. C'est avant tout des histoires d'entrepreneurs, des gens qui veulent faire changer les choses. Exactement. Bah c'est super que tu dises tout ça parce que c'est vraiment une vision qu'on partage chez Integrity. Totalement. Et je pense que c'est ça qui va être important, c'est d'avoir capacité à avoir des gens comme nous qui collaborent de plus en plus parce que c'est là où tout l'intérêt, ça va être d'aider cet écosystème. Et cet écosystème, aujourd'hui, il doit réapprendre à se connaître parce que il n'y a aucune raison de faire une différence entre un entrepreneur dans l'innovation et un entrepreneur plus classique. D'ailleurs, le terme classique me dérange parce qu'aujourd'hui, il n'y a juste que des entrepreneurs. Une nouvelle petite question, Joshua, est-ce que tu peux nous donner ton avis aussi, plus globalement, en particulier sur l'innovation et les levées de fonds tech, avec un peu de doute sur le financement en ce moment? Alors, c'est évidemment qu'un avis, mais moi, je suis convaincu qu'on se doit d'être confiant en l'avenir. Il y a évidemment des challenges énormes que l'humanité va devoir relever dans les années qui arrivent, mais aujourd'hui, pour les entrepreneurs, je pense qu'on est à un bon moment pour continuer à entreprendre. En effet, même si les taux augmentent, même si la situation économique devient illisible, on sent qu'il y a une vraie volonté d'entreprendre en France. Ce qui n'a pas toujours été le cas, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et je pense que d'avoir cette capacité à avoir des écosystèmes entrepreneuriaux plus matures et donc plus classiques, se rapprocher d'écosystèmes plus innovants, ça va permettre à chacun de se nourrir de l'autre, de se consolider et de s'entraider. On l'a vu pendant la crise Covid, les startups ont fait preuve d'une résilience assez importante, mais parce qu'elles ont su justement collaborer, se pivoter, réfléchir à de nouvelles activités, et c'est ce qui a inspiré au final toutes les activités. On le voit avec les restaurants qui se sont mis à faire de la vente à emporter, on le voit avec les entreprises de services qui sont mises à faire du télétravail. Je suis convaincu que l'entrepreneuriat en France a un très bel avenir, justement, à partir du moment où il apprend à mieux collaborer. Je vais rebondir sur ce dernier mot, collaborer. Tu l'as dit aussi à travers aussi nos activités qui sont assez complémentaires. Comment est-ce que Start2Scale collabore avec les autres acteurs de l'environnement du financement? On peut être les banquiers d'affaires, les avocats. Comment on peut placer aussi Start2Scale et comment toi tu fais concrètement? Moi, je me positionne comme une ressource pour l'écosystème. On a des sujets d'expertise en interne sur les aspects non dilutifs, sur la stratégie de financement non dilutif, donc aller chercher les bons montants au bon moment auprès de la bonne personne. Mais là, moi, tout mon intérêt, c'est d'être avant tout disponible pour mes partenaires et d'être là pour leur apporter des réponses concrètes. Parce que je pense que ce qui est compliqué actuellement dans le financement non dilutif, mais au final dans tous les aspects du financement en France, c'est le manque de lisibilité, le manque de compréhension, le manque de vision de l'attendu par les financeurs. Et donc moi aujourd'hui, mon intérêt, c'est de permettre à des entrepreneurs de prendre des décisions en conscience et surtout en sachant quels peut être les besoins ou les attendus de la part des financeurs. Est-ce que tu peux nous donner aussi des conseils pour 2023? Je pense que le premier conseil qu'on peut donner à un entrepreneur, c'est d'anticiper. Dans une période où on manque de lisibilité en termes de vision de ce que va devenir l'économie, je pense que ça va être vraiment super important pour un entrepreneur d'avoir capacité à anticiper ses besoins de financement et donc ses opérations. Une opération de M&A va prendre un certain temps. Une recherche de financement, aujourd'hui, on va considérer que ça va prendre entre 3 et 6 mois. Aujourd'hui, dans une période d'instabilité ou de manque de visibilité économique, ça va être essentiel pour un entrepreneur qu'il ait cette capacité à anticiper et donc d'avoir une forme de rétro-planning en termes de financement, en termes d'acquisition, en termes d'opérations financières. Toi et moi, on vient de l'Est de la France. C'est peut-être un détail, mais est-ce que
ça a un impact sur là ton aventure entrepreneuriale? Clairement. Moi, je viens des Vosges. Je sais que toi, tu viens plutôt d'Alsace, et c'est vrai que je réfléchis souvent à mon expérience entrepreneuriale au travers de ce prisme du jeune adolescent que j'étais à cette période-là dans les Vosges. Et je me dis aujourd'hui que des structures comme les nôtres, elles doivent être en capacité d'apporter des solutions pour des entrepreneurs qui ne viennent pas forcément que de Paris. Mais surtout, je suis convaincu qu'en ayant cette capacité à ouvrir des réseaux, à faire des mises en relation, à aider les entreprises bien au-delà des cercles parisiens, ça aidera tout l'écosystème de l'entrepreneuriat en France. Bon ben, merci Joshua pour ces différentes informations. Merci de m'avoir invité ce matin. C'était un plaisir. À bientôt.